et bienvenue sur ce dernier petit-déj de l'année. On va parler stratégie éditoriale, charte éditoriale. Et on va essayer de voir comment vraiment bien incarner sa marque avec les bons mots sur tous vos supports de communication. Hop. Donc merci de nous rejoindre presque une veille de Noël. Ça fait plaisir. On va se présenter rapidement. Donc moi, je suis Elisabeth Alexandre, je suis directrice conseil associée chez Concept Image, que je vais présenter juste après. Et moi, c'est Emma Leroux et je suis chef de projet chez Concept Image aussi. Voilà, et pour ceux qui connaissent pas encore l'agence, donc on est une agence de communication basée à Rennes. En gros, on accompagne nos clients sur 3 piliers. Du conseil, donc tout ce qui va être stratégie digitale, positionnement de marque. Deuxième volet, ça va être la créa. Donc, on va travailler du naming, du logo, de la charte graphique, de l'illustration, du film, de la vidéo en motion design. Voilà, puis parfois on fait des trucs un peu plus exotiques, de la fresque, du serious game, du jeu. On ne s'ennuie pas. Et puis sur le dernier volet, c'est la partie digitale où on va vraiment travailler tout ce qui est beaucoup de sites internet en fait, un peu de e-commerce et des applis mobiles ou web, ainsi que des extranets. Voilà, donc on fait pas mal de choses à l'agence. Tout ça, c'est réalisé par nos collègues qui sont avec nous à Rennes et donc par 17 personnes salariées. Et voilà, dans le cadre de nos métiers, on est amené à accompagner nos clients sur la partie éditoriale. Donc, soit sur des projets plutôt de stratégie éditoriale, c'est-à-dire des clients qui ont besoin qu'on réfléchisse ensemble à ce qui serait intéressant qu'ils racontent pour servir leurs objectifs. On va en parler tout à l'heure. Et puis, on a des clients aussi qu'on accompagne, alors soit dans le cadrage, soit carrément dans de la rédaction de contenu. Et dans ce cas-là, on va aussi se parler de charte édito. Mais je ne vais pas en dire plus pour l'instant, parce que ça va être le cœur de notre sujet. Et comme pour tous nos petits-déj, on a pas mal de matière à partager avec vous. Donc, on va attaquer sur notre contenu de ce matin. Petite précision. On passe à la suite. Ouais, vas-y. Génial. Petite précision, donc pour ceux qui sont avec nous sur Twitch, n'hésitez pas à poser des questions. C'est ça qui rend aussi le moment intéressant. Alors, si vous n'avez pas de compte, vous êtes peut-être en train de nous suivre, vous dites c'est super, je n'ai pas eu besoin de me créer de compte. Mais vous n'allez pas pouvoir poser de questions dans ce cas-là. Donc, je vous invite vraiment à vous créer un compte, ça vous prend 1 minute, c'est très simple. Et puis comme ça, vous pourrez interagir dans le chat. Donc pour poser des questions, mais aussi pour partager des retours d'expérience. Ce que vous faites dans vos boîtes, vos difficultés, vos besoins, les outils que vous utilisez, des méthodes aussi que vous avez pu mettre en place, tout ça, c'est hyper important. Et puis, n'hésite pas non plus, on a une personne qui est avec nous aussi à l'agence ce matin, donc n'hésite pas à poser des questions, ça sera aussi intéressant. Voilà, et donc, on va démarrer. Et donc, aujourd'hui, on va parler écriture. Et alors, c'est vrai que vous préparez peut-être pas le concours, vous dites écriture, rédaction, bon. Mais en fait, si vous travaillez dans le marketing et la communication, c'est quasiment certain que vous produisez des contenus. Et pas que de l'image et du texte. Donc ça peut être plein de choses, ça peut être des pages sur votre site web, ça peut être un blog, ça peut être des posts sur vos réseaux sociaux, ça peut être des livres blancs si vous faites de l'inbound marketing, ça peut être des vidéos. Des vidéos, ouais, mais avant de faire une vidéo, il faut écrire des choses. Ça peut être des webinaires, ça peut être des podcasts. Tout ça, ça commence avec du contenu, avec du texte. Ce qui vous a peut-être valu, en tant que professionnel du marketing ou de la com, une remarque de ce style lors d'un repas de famille. Bon, toi, ça va, ton taf, c'est plus une passion qu'un vrai boulot, non ? T'écris des articles, t'es sur les réseaux sociaux, franchement, c'est cool, quoi. Je sais pas, peut-être c'est un bingo, vous allez l'entendre à Noël. Ça dépend de votre famille. Et c'est vrai que nous, on l'entend souvent de nos clients, cette remarque-là qui est, en fait, dans le marketing et la com, tout le monde peut donner son avis. Tout le monde peut dire, j'aime pas trop la couleur, là, sur ton post. Bon.
Et du fait que tout le monde puisse donner son avis et que aussi ça peut être un métier qui a une image un peu cool, bah, ça peut être vu comme, je sais pas, un vrai travail. Enfin, moi, je suis convaincue qu'il y a énormément de boulot derrière. Et donc, parfois, et c'est pas mal, hein, mais on voit pas tout le travail et toute la valeur qu'il peut y avoir derrière un texte et derrière des mots. Bon, si vous êtes là ce matin avec nous, je pense que vous êtes convaincus de cette valeur. Donc oui, c'est vrai que s'il suffit de poster des trucs sans se poser de questions, ça serait carrément plus facile. Mais bah, dans la vraie vie, produire du contenu, c'est un vrai métier et ça prend aussi du temps. Et ça vient parfois avec son lot de problèmes. Alors, premier, je ne sais pas si vous l'avez vécu, hein, l'angoisse de la page blanche. Oh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire? Surtout quand vous êtes dans une dynamique, vous dites, bon, je me suis donné un objectif de fréquence de publication, il faut vraiment que je m'y tienne. Et il y a des semaines où vous êtes inspiré, des semaines où vous avez plus de mal. Voilà, donc ça s'appelle la leucocélophobie, si vous voulez vous la péter à Noël sur votre vocabulaire ou gagner au Scrabble. Autre problématique qu'on peut avoir quand on travaille sur du contenu, bonjour à ceux qui nous rejoignent, c'est j'ai pas le temps. Donc, en fait, on a tous des journées de 24 heures. Et c'est vrai que quand on a du mal à se mettre à la rédaction, à l'écriture, c'est souvent un truc qu'on va mettre de côté. Parce que c'est dur de se mettre dedans et il y aura toujours plus urgent que votre prochain article de blog. Mais pourtant, si votre blog il fait partie de votre stratégie commerciale pour vous générer des leads, ben, ça serait bien de s'y mettre quand même. Et puis, autre question qu'on peut se poser. Alors, on a pris l'exemple de LinkedIn, mais ça peut se poser sur d'autres réseaux, d'autres supports. Les clients, là, je sais plus, on les tutoie ou on les vous voit, là? Je mets un emoji. Oh, je mettrais bien un petit emoji. Ah, c'est peut-être too much. Voilà. Donc, vous multipliez peut-être les styles. Et alors, c'est encore pire si vous appuyez sur plusieurs rédacteurs. Si vous avez plusieurs contributeurs chez vous qui vont poster du contenu, peut-être que chacun va écrire un peu dans son style. En plus, vous recrutez des gens, donc vous avez une nouvelle personne, elle écrit dans son style. Et puis alors, si vous travaillez avec des prestats, nous, on a eu des clients pour qui on a travaillé une charte édito, ils nous disaient, nous, on travaille avec plein de freelance parce qu'on a des sujets assez pointus et on a vraiment besoin d'harmoniser en fait les prises de parole de tous ces free, sinon c'est pareil, chacun va s'exprimer un peu dans son style. Donc heureusement, tout ça, c'est pas une fatalité, ni pour les écrivains maudits, ni pour les influenceurs, ni pour vous. Et ce qui va vous aider pour structurer votre réflexion, c'est deux choses. La stratégie éditoriale et la charte éditoriale. Donc nos deux sujets de ce matin. On va préciser un petit peu la différence parce que les termes sont parfois confondus. La stratégie éditoriale, c'est vraiment ce qui va vous servir à préciser à qui votre marque s'adresse, quand et où elle prend la parole, et donc ce qu'elle va raconter. Et la charte éditoriale, ça va vous permettre de définir comment votre marque s'exprime. Donc en gros, la strat édito, c'est quoi et pourquoi. Et la charte édito, c'est comment. Et puis on va vous montrer un petit peu des exemples pour illustrer tout ça. En gros, la charte éditoriale, c'est vraiment le pendant de la charte graphique. Quand vous avez une charte graphique, quand on travaille par exemple, on va refondre le logo d'un client, ça va s'accompagner d'une charte graphique. Et dans la charte graphique, vous connaissez tout ça, vous avez tout ça dans vos entreprises, je pense. C'est un document qui précise comment utiliser votre logo, vos couleurs, vos typos, vos images, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Après, c'est encore mieux quand on met du sens derrière, pourquoi on a le droit de faire ça, pourquoi on n'a pas le droit de faire ça, pourquoi on l'utilise comme si, le sens qu'il y a derrière ce signe. On va pouvoir expliciter tout ça aussi dans la charte édito. Et en fait, c'est vrai que nous, dans beaucoup de structures avec lesquelles on bosse, il y a une charte graphique, mais il n'y a pas souvent une charte éditoriale, en fait. En tout cas, beaucoup moins souvent. Et c'est assez surprenant puisque la réflexion, on va le voir juste après, elle part d'abord du contenu avant de parler du visuel et de l'image. Et pourtant, la charte qu'on fait par défaut, c'est la charte graphique. Donc, nous, on milite, on croit au contenu, au fond d'abord. Donc, on milite pour deux chartes. Parce que la charte graphique, elle est hyper importante aussi. La charte édito et la charte graphique.
Alors, on s'embête avec tout ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'embête avec tout ça? La stratégie édito, la charte édito. Vous vous dites peut-être, moi, j'utilise de l'IA maintenant. Donc, j'écris mes posts avec ChatGPT ou avec une autre IA, hein. Et puis, alors, il me trouve des idées et il m'écrit mes posts. Donc, pourquoi est-ce qu'on se coupe les cheveux en quatre? Alors, on voulait vous partager un petit sondage. Ah, je ne suis pas connectée, mince. Hop. Bonjour. Hop. 2 petites secondes, ça arrive. Ah, mais sinon, moi, je vais le faire. Hop. Tac. Et en fait, ce qu'on voulait savoir, c'est où vous en êtes, vous, dans votre rédaction. Est-ce que vous utilisez aussi des IA pour faire de la rédaction? Et donc, voilà, le lien est dans le chat. Donc, vous allez pouvoir cliquer dessus. Ah, c'est bon. Super. Et donc, on va pouvoir demander aux personnes qui sont avec nous ce matin. Est-ce que vous, déjà, vous utilisez ChatGPT ou une autre IA générative dans votre production contenu? J'ai testé. Oui, j'ai testé aussi, ouais. ChatGPT, alors pour avoir des idées, ouais, sur la rédaction de contenu. Après, il faut creuser, hein, c'est pas instinctif, voilà. Ça donne des idées, mais après, il faut aller un peu plus loin. Je sais pas si on m'entend. Bon. Je suis pas sûre. On va le redire en synthèse, hein. Donc, les personnes qui sont avec nous dans la salle nous disent, on l'a testé, ça peut donner des idées, mais voilà, c'est des choses qu'il faut creuser. Parce que de but en blanc, juste si on prend l'idée qu'ils nous envoie de base, c'est pas foufou. Je préférais aller direct avec mon petit stylo. Je trouvais que c'était plus rapide. Mais sans doute que je n'ai pas su l'utiliser. Ah, ça se questionne, hein. C'est vrai qu'il y a différentes façons d'utiliser ces IA et en travaillant, en fait, donc un bon prompt, c'est la demande qu'on va formuler à une IA. Entre un prompt qui est hyper light avec une demande assez synthétique et un prompt qui va être beaucoup plus riche où vous donnez beaucoup plus de contexte et d'informations et que vous précisez vachement plus votre demande, clairement, vous n'aurez pas les mêmes réponses. Après, Mais une fois qu'on a rédigé le prompt, finalement, on a rédigé ça. voilà, c'est vrai. J'entends, une fois qu'on a rédigé le prompt, on a notre idée. C'est vrai que c'est comme plein de fois dans la vie, vous avez un problème, vous allez voir quelqu'un, vous lui dites, attends, faut que je te parle d'un truc, j'ai un problème. Vous lui parlez, vous êtes là, ouais, c'est bon, j'ai la solution. C'est vrai que les IA peuvent nous aider à ce point de vue-là, parce que elles vont nous aider à formuler notre problématique et à déclencher la réflexion. Et parfois, la réponse, on va la trouver tout seul. Et puis parfois, ça peut se faire en rebond d'idées. Elle va nous apporter une idée, on la trouve peut-être pas géniale, mais ça nous fait penser à autre chose. Et donc, on va pouvoir aboutir à un contenu. Donc, on a du jamais, de temps en temps, un petit peu, très souvent, ok. Et puis, certains nous disent, c'est un bon support pour structurer un article. Donc, peut-être que l'idée venait déjà de vous et que derrière, ça vous aide à organiser vos idées. Moi, j'utilise beaucoup, c'est pour reformuler aussi. Mm. Pas pour écrire directement. Je vais moi Ou pas l'écrire pour trouver ton moi-même. idée. Et ouais, pour mieux reformuler une phrase ou mieux dire une idée que j'ai. Quelle version de ChatGPT utilisez-vous? On a la première, la gratuite. Euh, C'est ouais, je sais plus. Je connais c'est même quoi plus le les nom, noms de mais versions, mais exactement. Hop, on a une deuxième question derrière. Hop, il faut que je... non. Ah, super. Alors, pourquoi est-ce que vous l'utilisez? Donc, certains nous ont dit, donc, pour trouver des idées sur des problématiques spécifiques, pour structurer un article. Je sais pas si vous avez d'autres cas d'usage. Je sais qu'on peut l'utiliser aussi pour créer un logo, c'est ça? Il y a de l'image aussi qui peut sortir. Ouais, dans la version payante. Ouais. Et sur la partie contenu, vraiment rédaction, est-ce que vous avez d'autres... Avec ChatGPT? Ouais. Pas notre génération. Ah, vous avez testé, vous avez regardé? On a déjà la science infuse, donc, avec un peu d'expérience, peut-être, je sais pas.
Nous, on a pu le tester pour de la alors traduction, si vous rédigez en plusieurs langues pour vérifier des choses et puis, c'est excellent en traduction, hein. Enfin après, faut vérifier, voilà, mais, heu, c'est quand même le niveau en termes de traduction est assez remarquable et Et ça, Google le fait très bien aussi. ah non, il le fait beaucoup mieux, ChatGPT le fait beaucoup mieux que Google. Pourquoi? Parce que, déjà, moi, j'ai testé sur des traductions avec du Google Translate et du ChatGPT, ça n'a rien à voir. Google était déjà, je trouve, un peu dépassé par, DeepL, pour de la traduction et maintenant un ChatGPT, c'est encore le niveau du dessus. On Et n'a pas l'usage de ça. ce qui est intéressant, c'est qu'il va vous traduire en vous donnant vraiment un contexte d'utilisation et en vous expliquant le contexte de tel terme ou tel terme. Hier, j'ai hésité sur un contenu que j'ai écrit en anglais. Je ne savais plus si on disait grab opportunity ou grasp opportunity. Je lui ai demandé, est-ce que les deux sont corrects? Est-ce qu'il vaut mieux dire l'un ou l'autre? Et ChatGPT m'a dit, en vrai, les deux sont corrects, mais grab, c'est plutôt ce sens-là et grasp, c'est plutôt ce sens-là, en mettant des exemples et tout. Donc, c'était vraiment top. Bon, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière. Pourquoi? Parce que maintenant, je sais quand je dois utiliser grab et maintenant, je sais quand je dois utiliser grasp. Parce que sinon, vous faites que traduire, vous enrichissez pas votre vocabulaire aussi, hein. Donc c'est moins rigolo. Mais en tout cas, quand il vous donne le contexte, du coup, vous pouvez en profiter pour apprendre. Donc ça, c'est cool. Donc en trad, c'est super pour structurer un contenu, comme tu disais, Emma. Pour résumer, c'est fou. Ça peut être pour reformuler aussi, si vous gérez un site internet, vous avez peut-être des problématiques de ce qu'on appelle duplicate content. Il ne faut pas que vous ayez un contenu qui soit dupliqué sur plusieurs pages de votre site, sinon Google a l'impression que vous trichez. Et donc, il va vous pénaliser parce qu'il se dit, en fait, ils sont en train de suroptimiser leur contenu. Et c'est casse-tête, hein, de savoir bien reformuler, de savoir s'extraire de ce que vous avez déjà écrit. En plus, c'est vous qui avez écrit la V1, de réécrire la V2 dans un wording un peu différent, voilà. Et puis, en vrai, c'est pas le truc où vous apportez le plus de valeur, c'est pas le truc le plus intellectuellement intéressant à faire. Et là, ChatGPT vous le fera super bien. Challenger des idées. En fait, je trouve que pour la créativité, en effet, ça vous donnera pas toujours des idées de fou parce qu'en fait, ChatGPT est construit sur la proba, c'est des maths, quoi. En gros, ChatGPT a absorbé une quantité énorme de contenu et après va vous ressortir à une question la réponse la plus probable. Donc, il est fait pour pas être original, en fait, parce qu'il est fait pour vous apporter la réponse la plus probable à votre question. Donc, il va aller vous proposer d'autres choses qui ont déjà existé, des choses qui ont été mixées ensemble. Donc d'avoir une idée comme ça, de but en blanc, à une question, waouh, complètement nouvelle, je miserais pas dessus. En revanche, c'est un bon ping-pong créatif, je trouve. Parce que vous allez... Et ça vous permet de lancer aussi plusieurs pistes, de creuser différentes pistes, de voir où ça vous mène. Et en fait, finalement, d'idée en idée, c'est vous avec l'interface qui allait... peut-être aboutir à un truc qui vous plaît, qui répond à votre objectif, etc. Voilà, reformulation, idée, inspiration. Donc il y a personne qui l'utilise vraiment pour rédiger. Et qui poste directement ce qu'il rédige. Ouais, j'ai pas l'impression, mais peut-être. Ouais, attention aux faux amis en traduction. C'est vrai, hein. Enfin, et je le dirais pour l'IA au global, pas juste sur la trad, hein. Vérifiez aussi, parce que parfois, ils se trompent pas. Ou parfois, elle ne comprend pas bien le sens de certains termes. Donc, il faut parfois lui repréciser. Et en fait, quand vous lui parlez de termes très techniques, très pointus, qui sont peu répandus sur Internet, elle va vous dire, je comprends pas ce que tu me demandes. Et après, quand vous lui dites, en fait, je te parle de ça, c'est pas une blague, ce que je te dis, ça existe vraiment. Elle dit, ah oui, ok, désolé, en effet, ça existe. Et là, elle va vous redonner une réponse. Donc, creusez, vérifiez. Et il y avait une dernière question. Est-ce que vous êtes content de votre utilisation de l'IA pour rédiger? Donc, on a Isabelle sur la trad qui nous dit quand même faut mieux favoriser DeepL ou Lingui qui est plus intéressant pour le contexte. Donc, déjà, Isabelle ne doit pas être trop satisfaite de ChatGPT pour la trad. Et puis, c'est bien de combiner aussi les outils, je trouve. Ça permet de garder un œil critique. Moi, pour de la... Toi, t'es satisfaite, Emma? Sur quoi t'es satisfaite? Sur quoi t'es sceptique? Je l'utilise de temps en temps pour les réseaux sociaux, mais c'est pas systématique. Et ça peut m'aider, mais souvent, je vais l'ouvrir, je vais faire des recherches et en fait, je vais le refermer et je vais me dire, bon, je vais juste me débrouiller toute seule.
En fait, ça aide à enlever la pression aussi. Ce que tu dis, oh là là, j'ai pas d'idée, faut que je trouve un truc. Tu sors ChatGPT, tu vois que les idées sont pas top, tu dis, bon, c'est bon, je vais faire mieux. Oui, c'est ça. Ça aide peut un peu à se débloquer. lancer aussi, ouais. Je suis assez convaincue de ça. Ça peut nous enlever un peu des complexes. Ouais, donc oui, mais il faut rester vigilant, notamment sur des notions scientifiques, c'est clair. Hein. Et puis, ChatGPT en version gratuite s'arrête. Oh, j'ai plus la date en tête. C'est en 2021 2022 Je Je crois sais que plus. je crois que c'est 2021. Ouais. En tout cas, n'est pas connecté à Internet. La version payante l'est, donc vous avez des données qui sont pas forcément à jour. Truc de base, vous lui demandez le tarif d'une solution, c'est pas le bon. Donc, faut être bien prudent avec ça. La dernière version payante est 1000 fois plus puissante, peut-être 100 000 fois plus puissante. La version gratuite La version la payante payante. Oh, oui. Ouais, la version payante est... Ouais. Ils Mm. sont leurrés. Mm. Moi, j'ai pas essayé. Et On ça l'a permet pas testé d'avoir non et le plus. texte et la génération d'images dans le même outil, ouais. Là, ça commence à être très, très impressionnant. C'est vrai que c'est un côté fascinant, hein. Quand nous, on a l'habitude de rédiger et qu'on se dit parfois ça me prend du temps, du jus de cerveau, j'ai besoin d'y revenir 2 fois. Et de voir ce texte qui s'écrit, c'est un côté un peu magique, c'est un peu fascinant. Donc c'est vrai que ça interpelle. Ça peut aussi mettre la pression. On disait, ça peut nous enlever la pression quand on voit que c'est pas dingue. Ça peut aussi nous mettre la pression en se disant, mais quelle place il me reste pour la rédac. Bon, nous, on va parler de rédaction et de rédaction par nous, des humains. On peut s'assister d'une IA. Et donc, notre question de base, c'est pourquoi est-ce qu'on s'embête si on utilise beaucoup l'IA pour nous assister dans de l'idéation et dans de la rédaction? Est-ce qu'on a vraiment besoin de s'embêter avec une stratégie éditoriale, une charte éditoriale? Est-ce que c'est pas un peu pour se faire plaisir? Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Emma, Ouais. ça apporte une réponse là-dessus. Du coup, on va commencer par parler de la stratégie éditoriale. Donc la réponse, c'est oui, il faut s'embêter avec ça, Oui. On évidemment. ne sera pas là-dessus. Donc déjà, une stratégie éditoriale, c'est quoi? C'est un document qui va regrouper l'ensemble de vos choix et qui en rapport avec votre production de contenu. Donc à qui vous écrivez, pourquoi est-ce que vous écrivez, où vous écrivez, qu'est-ce que vous racontez, toutes ces questions-là que vous allez vous poser en amont de la rédaction. Et c'est le fait de se poser ces questions qui va vous permettre de vous cadrer dès le début et ensuite de produire des contenus pertinents. Donc vous, votre but, c'est de produire le bon contenu au bon moment et à la bonne cible. Et c'est justement le fait d'avoir une stratégie éditoriale qui va vous aider à atteindre cet objectif. Donc déjà, première question, votre cible, à qui est-ce que vous vous adressez? Donc vous devez d'abord comprendre à qui vous vous adressez avant d'écrire, parce que vous n'allez pas écrire pour tout le monde. Quand on parle, on s'adresse à une seule personne, enfin ou un groupe de personnes, mais pas à plusieurs typologies de personnes différentes. Parce que si vous voulez parler à tout le monde en même temps, au final, vous allez parler à personne va vraiment vous comprendre. Ou en tout cas, le message va moins bien passer. Donc là, quand vous écrivez, vous devez toujours penser à eux, parce qu'en fonction de vos cibles, vous n'allez pas parler de la même manière et raconter les mêmes choses. Donc, est-ce que vous vous adressez à vos clients, qui du coup vont déjà vous connaître, vous et votre marque? Est-ce que vous vous adressez à des prospects? Est-ce que c'est des professionnels avec qui vous pourrez peut-être avoir un vocabulaire un peu plus technique et du coup rentrer plus dans le vif du sujet? Ou est-ce que c'est des particuliers? Et si c'est des particuliers, c'est qui? Parce que peut-être vous dites, ils enfoncent des portes ouvertes avec les cibles, mais oui, et il faut continuer de les enfoncer en fait. Parce que nous, on le voit dans certaines discussions qu'on peut avoir sur des projets. Alors parfois, nos clients, c'est tellement clair pour eux qui est leur cible qu'ils ont du mal à se reposer et à se dire, ok, je vais le reclarifier très clairement. Et donc, quand ils vont embarquer de nouvelles personnes dans leurs équipes, c'est pas non plus forcément toujours limpide, par exemple, voilà, pour ces personnes-là, qui vont pourtant derrière incarner la marque, parler en son nom. Et à la fois, tu disais, je vais être d'accord et je vais te contredire. Non, mais tu disais, il faut avoir une cible. En fait, tu peux en avoir plusieurs parce que tu peux pas en avoir 50 000. Mais le piège, c'est de dire, ma cible, c'est le grand public. Mais qui est le grand public? J'aimerais le rencontrer. Et j'aimerais m'intéresser au grand public pour comprendre de quoi a besoin le grand public et comment cette personne pense, agit. En fait, c'est une cible, ça veut rien dire, c'est trop large en fait. Donc c'est important aussi de vous intéresser de façon plus fine à vos cibles, quitte après à refaire des groupes
de façon un peu plus macro pour pas se dire alors j'ai 20 segments, donc je fais tel message pour le segment 2, tel message pour le segment 12, et là vous n'allez jamais vous en sortir. Mais c'est intéressant de creuser ces cibles-là pour, parce que c'est comme ça que vous allez comprendre de quoi elles ont besoin, à quoi elles sont confrontées, qu'est-ce qui leur convient aujourd'hui, qu'est-ce qui leur convient pas. Et c'est ça qui va vous donner des idées de contenu à leur pousser. Eh ben, justement, c'était juste ma slide d'après. Ah, c'est magnifique, on dirait qu'on a répété. Ou justement plein de questions que vous pouvez vous poser pour effectivement approfondir votre cible, parce que ça va pas être juste vos clients. Donc là, vous pouvez vous demander c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs problématiques, leurs challenges, qu'est-ce qu'ils recherchent, comment ils recherchent, où est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher des informations. Et plus vous aurez une bonne connaissance de votre audience et de vos cibles, et plus vous pourrez justement proposer du contenu et écrire pour répondre à leurs problématiques et à leurs besoins. Et donc là, pour aller encore plus loin, vous pouvez même faire des personas. Donc un persona, c'est un personnage fictif qui incarne votre cible. Et là, vous allez décrire vraiment à fond qui ils sont, c'est quoi leurs habitudes, c'est quoi leur motivation, c'est quoi leurs freins, et vraiment avec des éléments concrets. Et vous pouvez avoir plusieurs personas en fonction de votre type de cible de business. Mais vous n'allez pas en avoir 50. Donc si par exemple vous faites 30 interviews de vos clients pour essayer de vraiment créer vos personas et faire des personas le plus proche de la réalité, et que vous faites 30 interviews auprès de vos clients, vous n'allez pas avoir ensuite 30 personas. Vous en aurez peut-être 3, 4, 5 en fonction de vos interviews. Vous allez pouvoir rassembler des éléments et créer des profils différents. Et là, on peut se dire, ah, c'est un truc de marketeur, c'est pour se faire plaisir, ah, je fais des personas. En fait, c'est hyper concret, le persona, si vous menez vos recherches avant de faire vos fiches. Si vous ouvrez votre ordi, vous tapez modèle de persona et puis vous remplissez comme ça avec votre feeling et vous mettez des jolies petites photos, ça ne sert à rien. Ça, c'est vrai. Vos fiches, vous les ouvrirez jamais. Elles seront belles et tout, c'est cool, mais vous les ouvrirez jamais, elles vous serviront à rien. Par contre, c'est tout le travail de recherche en amont qui est génial, en fait. Donc, comme tu dis, Emma, tu peux faire des interviews. Vous pouvez aussi faire des ateliers, mais moi je trouve que pour travailler des personas, c'est plus intéressant de faire des interviews parce que l'atelier, c'est le format atelier, vous allez mettre 8, 10 personnes dans une salle. C'est aussi très intéressant pour plein d'autres choses. Mais pour s'intéresser à ces cibles, je trouve que l'interview est vachement mieux parce que si on passe 1 heure toutes les deux ensemble, tu vas me parler de plein de choses qui te concernent toi et tu vas pas être forcément influencé par les autres, les choix des autres, leurs habitudes, et on va vraiment pouvoir creuser sur tes habitudes à toi et ça va être beaucoup plus riche. Et derrière, on va pouvoir faire la synthèse de X interview, X rencontre. Alors, on n'a pas tout. Tu dis 30, ça met un peu la pression. On n'a pas toujours le luxe, le temps, le budget de faire 30 interviews. Mais on peut en faire de temps en temps. On peut en faire déjà ne serait-ce que 5 ou 10, c'est pas mal. Vous pouvez aussi compléter ça avec des questionnaires, même si c'est pas aussi quali parce que vous n'allez pas pouvoir creuser un truc qu'on va vous dire que vous comprenez pas, une contradiction que vous allez avoir dans une discussion. Donc, je trouve que c'est un peu moins pertinent. Et après, il y a de la matière qui va pouvoir enrichir vos fiches persona au fil de l'eau. C'est toutes les questions que vont pouvoir vous poser vos clients. Donc, quand on travaille aussi, quand on a ce type de démarche avec des clients à nous, on leur dit « Ah, mais on aimerait bien parler à vos clients, vous ». Alors, parfois, on peut le faire, ça, c'est trop bien, c'est ce qu'il y a de plus riche. Et parfois, on peut pas. Faute de temps, faute de budget, voilà. Et donc, dans ce cas-là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de parler aux gens qui sont au quotidien avec ces clients-là. Donc, ça va être des commerciaux, ça va être du support, ça peut être l'outline, ça peut être l'accueil. Les gens qui sont à l'accueil dans des lieux physiques, c'est une mine d'or pour savoir ce qui va intéresser, je sais pas, par exemple, dans des projets pour des collectivités, les gens qui sont à l'accueil des mairies, mais ils ont tellement de trucs trop intéressants à nous dire. Donc, on peut aussi parler à ces gens-là qui vont se faire la voix des clients. Parler aux clients en direct, c'est encore mieux. Mais... Et en fait, ça va vous donner... Tout ce que vous allez entendre, ça va vous donner énormément d'idées. Et des idées très concrètes de choses à publier. Donc, c'est pour ça que c'est tout sauf bullshit si vous le faites en profondeur. Hyper utile. Ensuite, la deuxième question, ça va être vos objectifs. Pourquoi est-ce que vous écrivez ? Donc là, il peut y avoir plein d'objectifs possibles. Ça peut être pour attirer des prospects, pour gagner en visibilité, pour améliorer votre notoriété, pour augmenter votre vente, pour fidéliser, pour vous positionner en tant qu'expert. Là aussi, pareil, il va falloir cibler et prioriser les objectifs qui vous intéressent vraiment parce que vous n'arriverez pas avec un seul contenu à répondre à tous ces objectifs en même temps.
Et la réponse tout n'est pas acceptée puisqu'elle veut dire rien. Ouais, c'est ça. Comme tout le monde tout à l'heure. Mais après, si vous produisez vraiment beaucoup de contenu, vous pouvez produire un contenu par objectif. Exactement. Mais après, c'est quand même mieux de faire des choix pour pas trop s'éparpiller et réussir à rester quand même cohérent dans tous vos contenus. Mm. Ensuite, vos canaux de communication. Où est-ce que vous allez publier ce contenu écrit, qui vont dépendre de vos cibles et de leurs habitudes principalement. Donc là, ça peut être votre site web, votre blog, si vous écrivez des articles ou des livres blancs, vos réseaux sociaux, et du coup lesquels? Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est Twitter? Est-ce que c'est X, pardon? Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est n'importe quel réseau social? C'est bien de le préciser aussi parce que chaque réseau social a ses propres codes, et donc vous allez vous adapter en fonction. Et a aussi son propre public. Oui. C'est pour ça que je me disais que les personnages dont vous parliez, ils sont cachés derrière chaque. On peut trouver des personnages différents derrière chaque canal. Twitter, Ouais. c'est un personnage particulier, l'Insta, Oui, c'est un autre. Après, on peut retrouver une personne derrière plusieurs réseaux sociaux aussi. Moi, Vous j'ai pouvez avoir sur des... Facebook, sur LinkedIn, sur aussi. Twitter. Mais je ne parle pas de la même façon Ouais. sur les trois réseaux. Évidemment. Ouais. C'est vrai. Je Ouais. sais. Bien sûr. Mais je me dis que derrière chacun, il y a un personnage. Il y a un public réceptif différent selon l'orientation effectivement du réseau social. Mais c'est vrai que, par exemple, vous pouvez avoir derrière un réseau social qui va plus servir votre recrutement et un réseau social qui va plus servir votre business. Bah, c'est pas du tout les mêmes cibles. Sauf si vous essayez de recruter vos clients. Et voilà, donc votre stratégie, ça va dépendre d'un canal à l'autre. Et par exemple, si jamais vous vous adressez à des responsables marketing et que vous êtes plutôt en B2B, là, vous allez plutôt aller sur LinkedIn et vous allez adapter votre ton, mais vous pouvez aller aussi sur Instagram. Tout va dépendre de votre stratégie. Et donc là, on avait pris l'exemple de Netflix, qui sont sur 2 plateformes, LinkedIn et Instagram. Bon, ils sont sur d'autres plateformes que ces deux-là, mais on a pris ces deux-là en exemple parce qu'ils ont 2 stratégies différentes sur les deux. Donc sur Instagram, là, ils vont être plutôt sur un objectif d'acquisition et de fidélisation. Donc leur cible, ça va être les fans de films et séries globalement, qui soient abonnés ou pas à la plateforme. Et donc là, ils vont chercher à engager le public et à construire une communauté. Et pour ça, ils vont partager les dernières nouveautés, les lancements de telle série, de tel film, du contenu sur tout les actualités en lien avec ces films et séries-là. Et sur Instagram, là, l'approche, elle va être beaucoup plus professionnelle. On sent qu'ils ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Là, ils vont plutôt chercher à montrer leur leadership dans le secteur et à recruter. Tu veux dire sur LinkedIn? Ouais, j'ai dit- LinkedIn recrutement, t'as dit je sais Instagram, pas. c'est pas grave. Ah oui, pardon. je veux dire- C'est la fin de l'année. Vous êtes Ouais, donc LinkedIn. bienveillants, vous êtes trop sympa. Et là, donc, ils vont parler soit aux candidats, donc des personnes qui voudraient recruter, soit à des professionnels, et donc des acteurs, des producteurs, des réalisateurs, des personnes qui seraient susceptibles de bosser avec eux. Et donc ici, le type de contenu, ça va être par exemple des annonces de partenariat, j'ai gagné telle récompense, tel film a fait telle stat, des récaps d'événements, les coulisses de production. Là, on est vraiment plus sur le côté professionnel et qu'est-ce qui se cache derrière les films et les séries. Et donc c'est intéressant parce que c'est vraiment 2 angles différents. Pour au final, le cœur du sujet, ça va être un peu la même chose. Mais du coup, ils s'adaptent en fonction de leurs objectifs et de leur cible. Alors là, ça paraît une évidence. Et pourtant, quand on revient au niveau de sa marque, parce que vous n'avez pas une équipe de rédacteurs qui est celle de Netflix, j'imagine. Moi, quand je me mets dans ma peau de OK, je rédige, ça prend un temps de fou d'écrire des contenus, de produire des contenus. Alors, même si maintenant, ça peut aller plus vite avec l'aide d'une IA, mais ça prend du temps. Donc, quand vous créez un contenu, qu'est-ce que vous avez envie? Le balancer partout. Parce que vous dire, ah non, mais alors, il faut que je fasse un truc différent pour LinkedIn, un truc différent pour Insta. Ah, puis on a aussi, sur YouTube, il faut qu'on fasse un contenu. Ça peut vous donner un peu des sueurs froides. Donc, on est assez tenté de se dire, je mets le même contenu partout. Alors, ce qui n'est pas toujours non plus une mauvaise chose. Tombons pas non plus dans l'autre extrême qui est de dire un contenu par plateforme. Il y a des contenus qui peuvent avoir leur place sur 2 plateformes, où vous pouvez avoir un contenu, c'est à peu près le même, mais vous n'allez pas
le tourner de la même façon, vous avez changé l'accroche. Voilà, il y a des petites subtilités aussi, hein. Mais on a cette tentation-là. Donc, dans ce cas-là, réfléchissez à OK, Netflix, non, OK, ça n'a rien à voir. Bon, vous n'êtes pas Netflix, mais à votre niveau. Ça remet, je trouve, bien les idées au clair. Et justement, on voulait vous poser la question, est-ce que vous publiez la même chose sur tous vos réseaux sociaux? Non. Non, sur LinkedIn, on aura plus une approche effectivement B2B professionnelle et Facebook ou Instagram, on sera plus sur des choses un peu plus personnelles. Donc, Mm. on segmente bien a priori les réseaux sociaux et les publics qu'il y a derrière, quoi. Ouais, Moi, j'essaie, mais je fais ça. ouais, OK. Je simplifie un peu. J'adapte un tout petit peu la brève à chaque. OK. Rapport. OK. Donc, avec nous, on a 2 cas de figure, une segmentation et puis une adaptation quand tu peux. Moi, j'ai un public très uniforme, si je me OK. OK. Et nous, Emma? On a plutôt tendance à séparer, mais des fois, j'adapte sur... Enfin, notre plateforme principale, ça va être LinkedIn, mais des fois, je vais quand même reprendre des contenus LinkedIn sur Instagram pour, je pense, en particulier aux promos des podcasts, ou là, pour annoncer les sorties Voilà. des podcasts, Donc, mais c'est sur certains sujets. plus synthétique. Mais sinon, il y a pas mal de posts sur Instagram, oui, qu'on ne publie pas sur LinkedIn. Ouais. OK. On a une question. Est-ce que vous pensez qu'Instagram est adapté pour du B2B? Alors, on a animé un petit déj d'ailleurs. On était toutes les deux aussi. Il y a quelques mois sur se lancer et grandir sur les réseaux sociaux Instagram et LinkedIn. Donc, vous pourrez retrouver aussi. Il y a le replay et puis le livre blanc dispo sur notre blog. Et on a des Et exemples on à la en suite parle. aussi, Et on a de des exemples B2B. d'Insta en B2B. Donc, de quoi trouver de l'inspi. Hop. On n'est pas si compartiment. Et la réponse est oui ou non alors? Petit teasing, la réponse est oui ou non alors pour Instagram B2B? Ah oui, Ah oui. oui, carrément. Ah oui, oui. Ouais, on peut utiliser Instagram en B2B. Ouais. On peut être un peu business sur la soirée sur Insta et plus on a plusieurs casquettes. Ouais. Et dans le support, il y a des exemples de marques en B2B, là, ça peut être intéressant. Ensuite, vous allez pouvoir vous poser la question de la fréquence. Et là, c'est quoi le rythme idéal pour publier? Alors, le rythme idéal, ça serait en fait de publier tous les Tu jours. vas dire, ça dépend. Non. Non, non, le top, ça serait de publier tous les jours, parce que plus on publie, plus votre audience va grandir rapidement. Mais bon, c'est un peu compliqué, c'est pas forcément possible, sauf si vous avez toute une équipe éditoriale avec vous. Mais Il faut avoir des trucs intéressants à raconter, hein, parce que si c'est publié pour publier, ça n'a aucun intérêt. ouais, Hein. c'est ça, ça n'a pas d'intérêt. Mais la bonne On prend le risque de fatiguer son public. Bah, en fait, quand vous allez publier, là je pense aux réseaux sociaux, tous vos abonnés vont pas voir systématiquement tous vos posts. Ils vont l'algorithme va le montrer à une catégorie de personnes. Donc en fait, vous avez plus de chances de toucher des personnes si vous publiez beaucoup, puisque vous savez que personne ne verra 100% de vos posts. Et c'est comme ça que vous pouvez aussi avoir plus de virabilité. Si jamais il y a des personnes qui vont liker votre post, ça va remonter dans les fils d'actualité d'autres personnes. Là, vous pouvez toucher des personnes différentes en fonction des sujets. Mais faut avoir des choses intéressantes à dire, quoi. Ouais. Et je mets un bémol là-dessus. Enfin, tu vas nous dire que ce qui est important, c'est la régularité. Ouais. Et je pense notamment à LinkedIn. L'algorithme, il récompense la régularité et il punit l'irrégularité. Donc, si vous vous lancez plein d'enthousiasme et d'énergie et que vous tenez 1 mois, 2 mois, 3 mois sur un rythme et qu'après vous êtes rincé, vous avez plus de jus, vous avez 12 autres sujets qui prioritaires que vous avez mis en pause pour faire vos posts en permanence, là ça va créer un trou d'air et LinkedIn il va dire mais en fait cette personne a abandonné ou a réduit sa fréquence drastiquement et donc ça va plomber en fait la portée de vos publications. Donc c'est aussi vaut mieux que vous soyez régulier et que vous vous y teniez plutôt que vous soyez sur-optimiste et que derrière, ça soit trop en dents de scie, vos publications. Ouais, c'est ça. J'allais dire que la meilleure fréquence, au final, c'est celle que vous pouvez tenir pour rester régulier et pas bâcler vos contenus et publier comme ça, quoi.
C'est Donc comme le là- sport, là. On va être en janvier, il y en a qui vont prendre des abonnements à la salle. Et si vous y allez tous les jours en janvier, est-ce que vous êtes à fond? On verra si vous y allez encore en décembre. Donc, pour trouver votre rythme, pardon, vous pouvez vous demander déjà combien de temps est-ce que vous êtes prêt à consacrer à la rédaction de contenu et combien de temps est-ce que ça va vous prendre. Et en fonction de ces deux réponses, vous pouvez voir un peu qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Donc là, par exemple, si jamais vous pouvez consacrer 3 heures par semaine, qu'un post LinkedIn, ça vous prend 1 heure et qu'un article de blog, ça va vous en prendre 4, là, vous pouvez vous dire que ça vous fait à peu près un rythme de 1 article de blog par mois et 2 posts par semaine. Ce qui est déjà très bien comme rythme. Si jamais vous arrivez à publier 2 fois par semaine sur LinkedIn, vous faites mieux que 90% des utilisateurs de la plateforme. Donc c'est déjà un très bon rythme si vous arrivez à le tenir toutes les semaines. Et puis si vous êtes plusieurs à rédiger du contenu, là vous pouvez encore plus augmenter cette fréquence et le volume de contenu. Après, on peut avoir du contenu natif et on peut partager les contenus. Donc on peut entretenir quand même sa communauté en partageant des informations qui nous intéressent, dans lesquelles on influence et on agit. Oui, ça En peut être ça effet. aussi, ouais. En revanche, et ça c'est pareil, on en parle dans l'autre petit-déj, la portée d'un partage d'un post est beaucoup moins grande que la création d'un post. Puisque LinkedIn, son business, c'est que les gens créent du contenu. Parce que plus il y a de contenu, c'est du contenu qui a été produit gratuitement par nous. Plus il y a de contenu sur la plateforme, plus il y a des gens qui vont regarder ces contenus et plus ils vont regarder des pubs. Donc, son objectif, c'est de récompenser les gens qui créent du contenu. Et finalement, un partage. Alors, si vous mettez un commentaire en haut du partage, ça va quand même vous donner plus de points en termes de portée que si vous juste vous repartagez. Là, vous voyez, vous avez le bouton pour repartager. Ça compte que dalle, le repartager. En fait, ça va être montré à peu de personnes. Donc, ça peut être. Il faut qu'il y ait de l'engagement, en fait. Il faut que les gens commentent. Et ça, dans ce cas-là, ça peut être plus intéressant que vous rebondissiez sur cette thématique, mais en donnant votre conviction ou en interpellant votre communauté, en vous disant ça vous questionne, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, d'accord, pas d'accord, ça marche bien sur les réseaux sociaux. On peut aller un peu plus loin en termes de réflexion. Et c'est là que vous allez avoir ciblé une audience plus large. Et le dernier avantage de vous donner une fréquence, c'est que c'est comme le sport, au bout d'un moment, vous allez devenir vachement meilleur. Donc, l'heure dont tu parlais pour écrire un post, au bout d'un moment, ça deviendra une demi-heure. Et c'est un muscle. Donc, l'angoisse de la page blanche, vous l'aurez de moins en moins. Parce que c'est devenu une routine, il n'y a plus d'enjeu. Et en fait, vous allez vous habituer à choper des idées dans ce que vous disent vos clients, dans votre veille, dans ce que vous avez entendu, ce que vous a dit un collègue. Et tout ça, ça va naturellement alimenter votre calendrier éditorial. Et comme exemple, là, on a pris le nôtre, celui de Concept Image, où là, sur le blog, on va être à 2 articles par mois. Donc, il y en a un, ça va être un livre blanc avec les supports de nos petits-déj qu'on repartage gratuitement. Et un autre, ça va être un vrai article vraiment écrit, donc avec plus du contenu et du contenu nouveau. Un webinaire par mois. La newsletter, on en a une par mois aussi. Et les réseaux sociaux, ça, on va être à peu près à 10 posts par mois. Donc, souvent, on fait plus, mais c'est au minimum 10 posts par mois. Donc, il y a et de la création pour certains supports et une sorte de recyclage, adaptation. Donc, c'est intéressant de combiner les deux. Voilà. Et donc, vous allez avoir maintenant votre ligne éditoriale. Donc, c'est vraiment le fil rouge de votre communication. C'est les messages que vous voulez faire passer, les thématiques que vous voulez traiter. C'est ça qui va vous permettre d'assurer la cohérence entre tous vos contenus et éviter de produire des contenus hors sujet, des contenus qui ne collent pas vraiment à l'ADN de votre marque. C'est aussi un garde-fou vis-à-vis de vos propres idées, parce que parfois on sort un peu du cadre et puis si on reconfronte ça à sa ligne édito, on peut se dire ouais, bon, en fait, c'est hyper intéressant, j'aimerais bien le faire, mais c'est pas pertinent pour ma marque. Et c'est un garde-fou pour d'autres idées qui pourraient émaner. Genre votre boss qui a vu un super truc sur Internet et qui vous dit « Oh, j'ai vu une pub, faut qu'on fasse pareil, tu nous écris un post demain. » Ouais, bah, ça n'a rien à voir avec notre stratégie. L'idée est cool, hein, mais pas pour nous. Voilà, donc ça va vraiment vous aider là-dessus. Et donc, vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure, faites une liste de quelques sujets.
Listez vos sujets à vous et listez éventuellement les hors-sujets. Alors, vous n'allez pas passer un temps infini à écrire tout ce que vous ne devez pas écrire, hein, ça n'a aucune valeur. Mais par contre, un peu des pièges, des trucs que vous êtes tenté d'écrire et puis à chaque fois vous dites « Non, ça, nous, on a décidé qu'on n'allait pas là-dessus parce que c'est une question de positionnement. Parce que oui, certains concurrents le font, mais nous, on a décidé pour raison X ou Y de ne pas aller sur ces sujets, sur ce terrain, sur cet angle-là. Et donc, dans ce cas-là, s'il y a quelques pièges, précisez-les. Donc, alors, je vous donne un exemple, puis on va le démonter après. On aime bien faire ça. Non, mais quand on en discutait avec Emma, on disait, par exemple, l'équipe, le journal L'équipe, il publierait pas des recettes de cuisine. En fait, si. Donc, c'était pas le bon exemple. Ah, mais cela dit, c'est intéressant parce que dans notre réflexion, on a sorti cet exemple-là. Puis après, moi, je me suis dit, c'est sûr que tu peux faire des recettes de cuisine, ne serait-ce que dans l'équipe Mag le samedi, où c'est pas exactement la ligne édito que dans l'équipe dans le quotidien. Et en plus, il y a souvent des contenus, on pourrait très bien aborder la recette de cuisine d'un point de vue, on va les cuisiner avec des athlètes. Il y a le côté bien-être, il y a le côté les nutritionnistes, l'optimisation de la performance sur le moindre détail, la moindre calorie, et aussi le plaisir qu'ils peuvent avoir, qu'est-ce qu'ils mangent, etc. Et puis on est un peu dans leur intimité chez eux, dans leur cuisine. On pourrait trouver plein de choses intéressantes à raconter. Donc finalement, on pourrait se dire, on peut faire des recettes de cuisine quand on est l'équipe. Mais dans ce cas-là, on va le faire avec un angle bien particulier. On ne mettra pas les recettes de Femmes Actuelles. C'est pas le même journal, c'est pas la même cible. Donc voilà. Après, est-ce que Marmiton posterait des résultats sportifs ? Là, du coup, Je pense pas. Non. Mais on peut penser à d'autres crossovers cuisine sport. Donc, trouvez sur quoi écrire et réfléchissez à ce qui intéresse vraiment vos clients. Et la réponse par laquelle on est souvent tenté, c'est mes produits. Moi, il faut que je parle de mes produits, faut qu'on m'achète des trucs. C'est pas vraiment une réponse. Poster votre catalogue sur des réseaux sociaux, ça intéresse pas grand monde. À la limite, des promos, ce genre de choses, ok, un produit dont vous avez l'exclusivité, ok, mais encore une fois, c'est l'histoire que vous allez raconter derrière, c'est juste balancer un produit, c'est pas très intéressant. Donc... Et pourtant, il y a beaucoup de youtubeurs qui vendent des produits, qui font le commerce de ça et qui ont une audience énorme, quoi. Donc, c'est vrai. D'amener les choses aussi, quoi. Exactement. Il y a plein de youtubeurs, plein de créateurs de contenu. C'est leur fonds de commerce. Hein. Mais en fait, c'est la façon dont ils vont amener... c'est une autre façon de vendre, hein, finalement. Hein. Mais on est bien là pour vendre, on est bien d'accord. Là, c'est un exemple qui est intéressant qu'on voulait vous partager. C'est Rip Curl. Donc, vous savez, ils vendent des articles de surf. Et donc, ils ont un site e-commerce. Hein, vous pouvez acheter une combi sur le site. OK. Et derrière, pour travailler leur stratégie de contenu, ils ont ce site qui s'appelle The Search. Donc, ça ne s'appelle pas Rip Curl. Bon, il y a un peu le logo, c'est pas non plus complètement caché, hein, mais ça ne s'appelle pas blog.ripcurl.com, quoi. C'est The Search. Parce qu'en fait, les surfeurs, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Le meilleur spot. Les vrais surfeurs. Et donc, c'est un site où... Alors, c'est marrant parce qu'ils cherchent tous le meilleur spot, mais du coup, on va partager les spots, donc ils vont plus être très inconnus. Bon, ça marche quand même en termes de stratégie de contenu. Et ils vont partager des spots incroyables à l'autre bout du monde, dans des endroits magnifiques, paradisiaques. On va rencontrer des surfeurs et des surfeuses. Et à travers cette stratégie de contenu-là, on va parler un peu de ces produits. En fait, on raconte des histoires, hein, ni plus ni moins. Autre exemple de SNCF Connect, ils ont un compte Instagram, donc ils vous mettent pas... c'est pas des photos de billets de train, quoi, qui n'intéresseraient personne. Donc, eux, ils sont sur des idées de lieux à visiter. Donc, ils vont avoir plus un angle voyage, tout ce qu'on peut aller voir en France, etc. Donc, c'est des belles photos qui donnent envie de voyager et donc de prendre le train. Ils vont repartager aussi des contenus de leur communauté. Et répondez aux questions que vos clients se posent. Ça, c'est une mine d'or pour trouver des idées. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vos clients, ils se posent plein de questions, hein, ça c'est sûr. Donc, prenez l'habitude de noter quand un client vous pose une question par téléphone, par mail, sur vos réseaux sociaux. Nous, par exemple, à l'agence, on a développé ce réflexe de dire, ça fait 3 fois qu'un client nous pose cette question-là, il faut qu'on décrive un contenu.
Et peut-être d'ailleurs qu'on a déjà fait un contenu, mais en fait, s'ils continuent de nous poser la question, c'est qu'on avait mal expliqué, par exemple, pour un terme technique. Dans nos métiers du web, on a des clients qui sont pas très à l'aise avec certains termes techniques. On avait l'impression que c'était clair. En fait, non, ils continuent de nous poser la question. Et peut-être que nous, dans notre stratégie de contenu, un de nos objectifs, c'est d'apporter de la pédagogie. Parce que c'est cohérent avec notre positionnement. On peut se dire, tiens, ça, on va pouvoir l'expliquer plus simplement. Et si votre client il s'est posé la question, ou plusieurs clients se sont posé la question, et à fort à parier qu'ils ne sont pas seuls, quoi. Et faites le tour de votre équipe pour demander de faire l'inventaire des questions qu'ils rencontrent quand ils sont en contact avec les clients. Nous, on a un outil de support. Les clients, ils déposent des tickets. C'est une mine d'or de choses, d'inspiration pour savoir ce sur quoi ils bloquent, ce qu'ils ne comprennent pas bien. Et puis demandez directement à vos clients. C'est quoi vos sujets là pour 2024 ? C'est quoi ce qui vous tracasse, ce qui vous questionne, les trucs sur lesquels vous vous sentez perdu ? Tout ça, ça peut vous donner plein d'idées. Et partager des conseils qui vont leur faciliter la vie. Apportez-leur de la valeur. Donc là, c'est un exemple, c'est un blog sur l'immobilier. Donc après, le blog, les contenus, ils sont là pour le référencement naturel, pour faire remonter le site dans les résultats de recherche Google. Mais ils vont travailler des conseils pour investir dans l'immobilier, vendre ou louer un bien, faire du home staging là, pour que votre maison, si vous la mettez en vente, elle soit super belle sur les photos et que ça accélère votre processus de vente. Enfin voilà, ça va être aussi sur tout ce qui va être rénovation énergétique pour apporter des conseils concrets à leur cible. Et puis, créer du contenu complémentaire sur les sujets les plus populaires. Donc, regardez si vous avez un site ou un blog, ce qui fait le plus de vues, les pages sur lesquelles les gens passent le plus de temps, si c'est sur du contenu. Regardez vos stats sur vos réseaux sociaux. Là, c'est la fin de l'année, vous allez pouvoir faire un peu un bilan. Regardez les contenus qui ont eu le plus d'engagement, qui ont eu le plus d'impressions aussi. Regardez pas que l'engagement, regardez les impressions. Et ça, vous allez vous dire, tiens, il y a peut-être des thématiques qui ressortent, vous dire, c'est ça qui marche le mieux. Et peut-être qu'on va creuser un petit peu cette thématique parce qu'on voit qu'il y a un vrai intérêt derrière. Pareil, si vous avez une newsletter, vous allez pouvoir voir les liens qui sont cliqués, le nombre de clics. Donc ça va vous donner plein d'informations précieuses. Et puis, vous pouvez rebondir sur des sujets d'actualité si c'est cohérent par rapport à votre marque. C'est pas toujours le cas. Et là aussi, je trouve que ça peut être un peu un piège de dire je sais pas quoi dire, donc je rebondis sur des sujets d'actualité, mais si ça ne correspond pas à votre cible, pas forcément intéressant. Et surtout, apportez-y de la valeur qui est cohérente par rapport à qui vous êtes, quoi. La bonne question sur un sujet en particulier. Et puis, vous pouvez demander à ChatGPT, mais on en a déjà parlé. Juste, ce qui est important, c'est d'être bien précis sur ce que vous demandez à ChatGPT. Donc, par exemple, si vous voulez de l'aide à ChatGPT, demander de l'aide à ChatGPT pour écrire un contenu pour un réseau social, précisez-lui son rôle. Ça, c'est vrai pour tous les prompts que vous allez pouvoir faire. Si vous lui demandez d'écrire un post pour un réseau social, vous commencez par « Tu es un community manager. Tu es responsable du compte LinkedIn d'une entreprise qui est dans tel secteur et qui fait ci, ça, dont les cibles sont les suivantes et tu as tel objectif. » Donc, vous lui donnez ce brief avant même d'exprimer votre demande. Et la réponse va être bien meilleure. Je recherchais l'autre jour un plugin pour un site internet, une brique fonctionnelle pour un site. Ça prend beaucoup de temps de chercher ça sur Google. Parfois, il y en a beaucoup qui existent. Donc, je me suis dit, tiens, je vais tester, c'est pour ChatGPT. Je lui ai demandé, tu es développeur web, tu es spécialiste WordPress. Tu es basé en France, parce que je voulais un plugin traduit en français. Et ça va... avec la précision de ce rôle, il va vous donner une réponse qui est bien meilleure. Donc ça, c'est une petite astuce qui est intéressante. Et rebondissez sur ce que disent vos concurrents. Ça peut être intéressant aussi. Alors, pas copier et faire tout ce que font vos concurrents, c'est pas très intéressant et pas forcément très pertinent non plus. Mais par contre, il y a peut-être je sais pas, il y a peut-être un concurrent qui va publier un contenu, vous n'êtes pas d'accord. Ah, c'est une super idée, donc vous allez pouvoir donner votre point de vue sur la thématique, sans les bâcher, soyez respectueux de vos concurrents. Mais voilà, c'est encore plein de pistes qui peuvent vous aider pour trouver des idées. Et puis, on peut traiter un sujet qui existe déjà, mais de façon différente, en plus long ou en plus court, en plus pragmatique ou en plus théorique. Donc, quand vous faites de la veille, c'est ces questions-là que vous allez vous poser pour recréer votre contenu à vous. Et puis, vous allez pouvoir aussi alterner entre ce qu'on appelle du snack content et du slow content. Désolée pour ces termes anglais, nous on préfère parler en français. C'est dans notre charte éditoriale d'ailleurs.
Donc, on va les expliciter. Snack content, c'est des contenus plus courts qui vont se consommer beaucoup plus rapidement, qui vont être moins pérennes aussi. Donc, ça va peut-être être aussi tous les contenus qui sont plus liés à l'actualité. Et le slow content, des contenus plus longs, plus approfondis. Et là, ça peut servir votre stratégie de référencement naturel sur plusieurs années. Nous, on a des articles de blog qu'on a écrits il y a plusieurs années qui restent pertinents, qu'on peut challenger, mettre à jour et qui nous génèrent encore du trafic, quoi. Donc, c'est important aussi de bien équilibrer votre stratégie là-dessus. Et donc là, il y a l'exemple d'un podcast, le Super Daily. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? Ouais, en fait, c'est des épisodes tous les jours de 15 à 20 minutes, qui sont d'ailleurs sur Twitch aussi en live et ensuite sur les plateformes de streaming. Et en fait, donc, ils ont un épisode entier qui publie, donc là, qui va demander de la préparation, de l'enregistrement, du montage, de la préparation. Donc ça, c'est leur contenu long. Et ensuite, sur leurs autres réseaux sociaux, donc là, c'était sur Instagram, par exemple, où ils vont publier un extrait de ce contenu long. À la fois pour montrer un peu ce que ça donne, pour donner envie aux gens de cliquer, sachant qu'il y a quand même du contenu aussi intéressant dans cet extrait et des choses que vous pouvez en C'est pas juste la promotion, allez écouter notre épisode. Si tu lis juste ces petits contenus sur Insta, t'apprends déjà des choses. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est du recyclage bien pensé. Ouais. Super. Et donc la charte éditoriale maintenant. Ouais. Donc là, deuxième grosse partie. Là, la charte, ça va être un document qui liste tous vos règles de rédaction de contenu. Donc, c'est quoi le ton, c'est quoi votre voix, les mots que vous utilisez, les mots que vous n'utilisez pas, toutes vos règles de rédaction. Et le but, ça va être d'uniformiser votre prise de parole. Donc, que tout le monde parle de la même manière, que votre marque ait la même voix. Donc, une charte éditoriale, c'est pas une charte graphique. Parfois, on confond un peu les deux et on s'attend à avoir un peu des éléments visuels dans la charte éditoriale. En fait, tout ce qui est aspect visuel de la marque, ça, on n'en aura pas. Donc, tu en avais parlé un petit peu dans l'introduction. Votre logo, vos couleurs, votre typo, vos exemples de visuels, ça, vous n'en aurez pas dans votre charte éditoriale, mais qui est quand même hyper importante. Les deux chartes sont complémentaires, mais du coup, ont un objectif différent. Une pour l'écrit, donc là, ce une qu'on pour le voit, visuel. c'est une charte graphique. Après, on peut quand même... Moi, je suis assez preneuse quand on fait des chartes éditoriales pour des clients. On travaille d'abord que le fond. Donc, en gros, on écrit du texte en noir sur des slides blancs parce qu'on ne veut pas être pollué par l'image. C'est d'abord le fond et le texte. Mais derrière, comme on veut que ça soit un document qui soit lu, consulté, vraiment utilisé, il faut qu'on le rende attrayant, agréable, pragmatique. Et à la fin, je trouve qu'apporter des images qui représentent nos cibles, nos publics, ça aide aussi le lecteur, la personne qui va rejoindre l'entreprise et qui va prendre connaissance de ce doc, par exemple, à se mettre dans la peau de ces cibles-là. Ça va renforcer l'empathie et donc ça va aider en fait la prise en main de la charte édito, je trouve. Mais c'est un truc qu'il faut vraiment faire à la fin, sinon on se plante de sujets, quoi. Et donc, cette charte, elle va être destinée à tous les contributeurs, toutes les personnes qui pourraient être amenées à rédiger du contenu. Donc, si jamais vous avez une équipe éditoriale, ça sera dans votre équipe éditoriale. Si vous avez d'autres collaborateurs dans votre entreprise qui peuvent de temps en temps rédiger aussi, ils peuvent aussi avoir accès à cette charte. Et en fait, ça va permettre, faire en sorte que tout le monde utilise les mêmes règles et se base sur vraiment le même document de référence. Et c'est un document que vous pourrez transmettre aussi si jamais il y a des nouveaux collaborateurs, des nouvelles personnes qui... La personne qui va arrive. gérer vos posts pendant vos vacances, ça, vous allez être plus serein. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas à tout recommencer à zéro et tout réexpliquer à chaque fois. Tout est dans le document. Et je sais pas si... Allez, on y va. avait préparé un petit jeu. On a préparé un petit jeu, mais c'est On va vrai que essayer leur d'y aller film, on a quand rapidement. même envie de faire le jeu, c'est quand même marrant. En fait, et d'ailleurs, on voulait Parce vous qu'on faire aime bien les gagner- jeux chez Concept Image. On voulait vous faire gagner notre nouvelle édition de notre jeu Collabore, donc qu'on avait sorti il y a 2 ans. pour les bleus. Exactement. Et donc là, c'est des nouvelles cartes, c'est des cartes illustrées Qui ont été faites par notre studio graphique. et qui ont Par déjà nos été collègues. envoyées à nos clients. Donc, spoiler pour tous nos clients qui sont avec nous ce matin, vous allez recevoir ça. Ouais. C'est parti la semaine dernière, donc ça vous devriez l'avoir pour Noël. Donc le principe, c'est qu'on va avoir 3 posts différents d'une même marque et il va falloir trouver la marque qui a écrit ces posts. Donc j'espère que ça va être assez lisible, parce que c'est quand même surtout le texte qui nous intéresse. Tu vas pouvoir nous le lire. Alors d'ici, moi, je le vois pas. Alors, donc c'est le test ophtalmo, donc Emma a besoin de nouvelles lentilles. Oui, bah oui, du coup, en présentiel, c'est un peu compliqué.
Alors, le premier, c'est... Ah bah en plus, en anglais. Hein. Allez, c'est parti pour mon accent anglais. Super. Vous serez sympa. Hein. That's one way to get from the pool to the beach. Et c'est un gars qui est en wakeboard. Voilà. Là, les images, ça peut aider quand même. Le deuxième, so that's what they mean by pole position. Ok. Le dernier, aerodynamics test passed with flying colors. Ok. C'est la même marque qui a posté ces 3 contenus. Est-ce que vous arrivez à deviner qui c'est? Oxbow, un truc comme ça, je sais pas. Non. On entend Oxbow, une marque de sport freestyle. Alors, est-ce que certains ont des idées? Non. Bon, on va vous donner la réponse. Hein. Moi, j'aurais dit une marque de. On appelle ça De drone? de drone. Une marque de drone. Non. Ok. Eh bien non. C'est une marque de boisson. C'est Red Bull. Ah, super. Oh, bon, je sais pas si Ah, c'est ouais. arrivé en même On temps. va dire que ça compte. Yes. On passe au deuxième. Ça doit pas être dans la cible. Alors, c'est pareil, c'est une même marque hein, qui poste Ouais, ces 3 ouais, contenus. ouais. Hein. Ok. Donc, premier poste, je vous lis à fond le stage. Nous sommes fiers de proposer 1500 stages de seconde dès le mois de juin 2024. L'opération Mon stage de seconde lancée par Monsieur le ministre Gabriel Attal est une nouvelle occasion pour... Ne voyez pas d'indice dans le nombre de syllabes que j'ai mis, de nourrir notre volonté d'accompagner l'orientation et la professionnalisation des jeunes en France. Bon, je vais pas tout vous lire sur ce poste. C'est quoi une responsable département logistique? Ok, avec un petit emoji. Et en route pour 2024, dans la team, chaque sportif a son histoire, une histoire unique, ponctuée d'épreuves et de belles victoires. Sur la route de 2024, redécouvrez celle de Nelia Barbosa, vice-championne du monde de paracanoë. Avez-vous une idée de qui pourrait être cette marque? L'agence RH, non Non. Mm, mm. On me dit agence RH. Il y a un indice. Hein. Est-ce que sur le chat, il y en a qui ont une idée? Décathlon. On a un gagnant. Décathlon. Décathlon. Ah, les JO. Non, Décathlon. Ce qui vous permettait de trouver, c'est à fond le stage. Décathlon, à fond la forme. C'est écrit Décathlon aussi sur individuel, j'avais pas enlevé. Bon, fallait le voir. Non, d'ici non. On continue? Il en reste 2 autres. Alors, on peut rire de tout et surtout n'importe où, même dans un train. Pour le lancement de notre bar chocolaté au bar du TGV Inouï, on a installé un comédie club en 30 minutes chrono sur Paris-Nantes. Pour cette grande première, on s'est tapé une barre avec Alexis Le Rossignol, Myriam Barouk, Urbain et Nathalie Boitel. À quand la 2e édition? On a encore le bateau, l'avion et la fusée à tester. Ou alors, on est voisins sur Terre dans la tribu, on sent que 2023 va être pleine de chouettes rencontres. On a commencé par faire connaissance avec nos voisins de numéro en leur souhaitant une année incroyable. Certains nous ont raccroché au nez car ils pensaient qu'on voulait leur vendre des cookies. D'autres étaient très surpris, voire touchés. Et si vous contactiez le vôtre, il suffit de changer le dernier chiffre de votre numéro. Au fait, de très belle année à tous. Et vous pourriez jouer dans la pub de votre boîte. J'ai failli dire le pub. Hein. N'y voyez pas un signe de ma part de vouloir être en vacances. Et vous pourriez jouer dans la pub de votre boîte. Vous avez remarqué, chez nous, il n'y a que des trublions à l'image. Jamais d'acteurs. Bien sûr, il y a ceux qui filent se cacher quand on dégaine la caméra et ceux qui rêvent de briller sous les projecteurs. Mais chacun a vu sa tête au moins une fois dans nos vidéos ou sur nos sachets de biscuits apéro. Avez-vous une idée? Michel et Augustin. Ouais, c'est ça. Top. Michel et Augustin, ils ont vraiment un style qui est...
dans la déconne, et dans leur slogan, c'est les trublions du goût. Donc c'est un peu à fond la forme, à fond le stage. C'est pareil, ils ont quelques éléments de vocabulaire autour desquels ils tournent pas mal. Et un petit dernier pour la route. Ouais. Ah, c'est en anglais. Il est dur, il est long. Oh my god. Merci Emma pour ces exemples. Ok, today two music titans have used their voices for the good of Icelandic wildlife. Overall, the new single from Björk, putain en plus des trucs de Björk, and Rosalia will channel its profit towards the fight to stop open net salmon farms in Iceland. Bon, voilà. Ah oui, pardon. If you've been on this earth for a while, hopefully you've made a few of those truly good friends. Friends who are like family and continue to do things that inspire and challenge you. Christine McDivitt Tompkins is one of those friends for us. Ok. Donc là, ça parle d'environnement, ça parle de préservation de la nature. Donc, est-ce que vous avez une idée? C'est pas une office de tourisme. Une ONG. Non. Office de tourisme, ONG, Une compagnie d'aviation. compagnie d'aviation, non plus. Non plus. Une agence de voyage, non plus. C'est vrai qu'on est beaucoup dans le voyage, là. On a des belles photos en plus. C'est une marque de vêtements. La Non. fédération de chasse. Je pense qu'ils font des fringues en plus, mais non, c'est pas eux. C'est Patagonia, Patagonia, oui. yes, c'est Patagonia. Patagonia, c'est très intéressant si vous regardez leur contenu sur Instagram, par exemple. Je pense qu'il y a une parka, c'est une image sur 15, pas plus. La plupart des contenus, c'est l'environnement, la planète, la soif de découverte, d'aventure, l'exploration, les rencontres qu'ils font, les gens qui sont engagés. Ouais, exactement. Et c'est pareil, par rapport au Trublion du goût qu'on vient de voir juste avant, ça n'a rien à voir. Chez Michel et Augustin, ça déconne, etc. C'est beaucoup plus sérieux dans le ton chez Patagonia. Et du coup, ça veut dire que c'est Marketcom 35 qui avait 2 bonnes réponses. Et du coup, je sais pas du coup exactement qui c'est cette personne. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail avec vos coordonnées? Comme ça, on pourra vous envoyer le petit jeu. Super. Donc le mail à Emma, Ouais, bah du coup, qui Emma, vous envoie toutes les invites. oui, c'est vrai pour les que petits-déj. Voilà, ce mail-là, vous pouvez répondre. Génial. Et vous verrez comment vous servir des cartes. Tout ça sera expliqué avec. On va reprendre. Je sais pas si- non, si. Alors, on avait une citation de Steinbeck, qui est un auteur, qui disait faites comme si vous écrivez, non pas pour votre éditeur, un public de lecteurs, mais pour quelqu'un de proche, comme votre sœur, votre mère ou une personne pour laquelle vous avez de l'affection. Donc ça, c'est bien pour écrire votre prochain livre, mais pas forcément à faire au pied de la lettre pour vos prochains articles de blog. Mais il y a 2 choses qu'on peut retenir dans ce qu'il dit. La première, c'est qu'on écrit pour des gens, et ces gens, est-ce que vous les connaissez vraiment? Donc si vous avez réfléchi à vos cibles et que vous vous êtes posé plein de questions en amont, normalement, oui. Et la deuxième chose, c'est qu'on écrit plus facilement quand on y met de l'affection. Qu'est-ce que vous avez à cœur à transmettre via vos contenus? C'est quoi vos objectifs? C'est quoi votre ligne éditoriale, vos sujets principaux? C'est le moment niais de ce petit-déj, mais aimez Ouais. vos clients, ça aide vachement. Donc là, on avait un exemple de GoPro qui avait publié 3 contenus à quelques jours d'intervalle. Et en fait, sur les contenus à gauche... Alors, le premier, c'était « Yo les poissons, est-ce que vous êtes chauds ce soir ?» Et le deuxième, c'était... Ah, je peux zoomer. Toi aussi, le Toi aussi, réveil le t'a réveil. fait le même effet ce matin. Ouais. Heureusement, c'est dimanche. Allez hop, on se rendort. Go sous la couette. Avec des petits emojis. Et le deuxième, du coup, c'était enregistré sans souci grâce à Volta, la nouvelle poignée avec batterie intégrée. Et il décrivait le produit. Et en fait, là, on voit que on dirait que les posts n'ont pas été écrits par la même personne, que des fois, ils vont tutoyer, des fois, ils vont vous voyer, des fois, ils vont être beaucoup plus familiers, des fois, beaucoup plus sérieux et conventionnels. Et en fait, au final, on ressent que la prise de parole, elle n'est pas unifiée. Mm.
Et à l'inverse, on avait pris un exemple de Chiloé, où là, c'est cohérent, où la marque a une vraie identité. Bon, vous pourrez lire les exemples dans le support, mais du coup, le ton est le même à chaque fois, et on se rend compte que on a vraiment l'impression de parler à la même personne, et on reconnaît l'ADN de la marque dans tous les posts. Et en gros, dans tous leurs posts et même dans tout leur contenu sur leur site, ils ont toujours un peu une accroche. Ils font beaucoup de jeux de mots. Mm. Un peu pourris, mais en fait, du coup, un peu marrant. C'est pas du tout une critique de ma part de Chiloé, parce que j'aime beaucoup leur com. Oui, là, le Et ton, il peut c'est être humoristique, voilà. mais Et en fait, ils ont surtout- toujours une accroche qui est le jeu de mots. Et après, derrière, il y a de la proximité, mais c'est ultra sérieux, pratique, concret. Mm. Et donc, ils gardent toujours cet équilibre. Et franchement, ils tiennent cette ligne dans la durée. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on met concrètement dans la charte éditoriale? La première chose, ça va être de définir votre voix et votre ton. C'est pas la même chose. Votre voix, là, elle va être la même dans toutes les situations. Elle change jamais. Et à l'inverse, votre ton, lui, il va s'adapter en fonction de la situation et en fonction de l'interlocuteur. Donc, par exemple, vous parlez pas de la même manière à vos amis ou à vos collègues. Votre ton, il va changer. Pareil, si vous êtes avec quelqu'un qui est en train de rire ou quelqu'un qui est en train de pleurer, ou en fonction des moods des personnes, vous allez pareil pas vous adresser de la même manière. Donc là, c'est la même chose. Le ton, il va évoluer en fonction De la situation. la Alors situation qu'a et la priori, dans 98% des cas, votre voix, elle reste la même. Vous avez tout le temps la même voix. Elle change quand vous êtes malade et quand vous avez une situation de stress intense où on peut se remettre à parler comme ça. C'est très rare. Non, votre voix, elle est toujours la même. Vous, en tant que personne, mais c'est pareil pour votre marque. Il faut qu'elle ait toujours la même voix. C'est ça qui va la rendre rassurante et identifiable. Et donc, pour définir votre voix, vous pouvez donner des adjectifs. Donc, elle peut être chaleureuse, sérieuse, légère, humoristique, enjouée. Plein d'adjectifs. C'est plus le message que l'on fait passer dans la voix, en fait. Plutôt que la voix, c'est plus le message. Ouais, après, Merci. moi j'aime bien transposer à une vraie personne. Vous avez quand même des gens qui, de base, ont une voix qui est chaleureuse. Mm. Ou qui ont, de base, une voix enjouée, enthousiaste. Votre marque, elle va pouvoir s'exprimer pareil. Vous pouvez avoir des gens qui ont, de base, une voix assez ferme et assertive, en fait. Ou une voix plus douce, calme. Parce qu'en fait, ça fait un peu théorique de dire quelle va être la voix de la marque. Quand on imagine une personne réelle qui incarnerait votre marque, qui n'est pas forcément d'ailleurs les dirigeants, enfin, c'est pas forcément les personnes à la tête de l'entreprise qui incarnent la voix de la boîte. Hein. Mais moi, je trouve que ça aide vachement à se dire, bah tiens, si je transposais ça à ma boîte, ça donne quoi? Et après, on peut avoir une voix qui est enjouée, et de temps en temps être enjouée et dans la pédagogie, et de temps en temps... j'en sais rien, moi, être enjoué dans l'information et pas dans la pédagogie. Et puis, en effet, dans certaines situations où il y a vraiment une problématique, on gardera une voix qui a quand même peut-être de l'énergie et de l'enthousiasme, mais qu'on va calmer et on va enlever le côté un peu enjoué, comme on le ferait dans la vraie vie. Je sais pas, moi, demain, votre boîte a subi une attaque cyber, vous allez pas être en mode « Yo, les poissons !» là, non, enfin, non. Et même si d'habitude vous êtes enjoué, là, vous allez adapter votre ton. Et comme exemple de voix, on a repris celle de Burger King, qui est donc assez reconnaissable, parce que eux, ils vont avoir une voix très familière, très originale, décalée, voire provocateur. Il va y avoir des petits tacles sur les posts de McDo assez régulièrement. Et parce que là, leur objectif, ça va être donc de créer de la proximité avec leur cible, de rendre la marque accessible et d'avoir un peu une image fun pour se démarquer des autres marques concurrentes. Donc là, leur voix, on voit qu'elle a vraiment son ADN. Et votre ton ne dépend pas de votre secteur d'activité. Là, on a repris 2 exemples, c'est Swile et Edenred, qui sont tous les 2 spécialisés dans les solutions de paiement, de gestion des avantages pour les entreprises. Donc, Surtout les tickets resto. Hein. Ouais, des titres resto, ouais, ça peut être des titres cadeaux aussi, des choses Ouais. comme ça. Mais c'est surtout, on les connaît surtout pour les titres resto, oui. Donc c'est le même secteur, mais leur prise de parole est complètement différente sur les réseaux sociaux. Donc là, on est sur LinkedIn, où on a d'un côté Swile qui va avoir une voix très décontractée, très ludique, très engageante. Ils vont faire des petites blagues. Et de l'autre côté, Edenred qui va être beaucoup plus formel, plus professionnel et plus informatif. On voit que c'est pas exactement non plus les mêmes objectifs. Mm. Où il y en a un qui va être plus sur le recrutement. Edenred, c'est beaucoup des portraits de collaborateurs.
Et donc, comme quoi, votre ton ne dépend pas de votre secteur. Et vous pouvez faire un pas de côté. Vous n'êtes pas obligé de rester très sérieux et conventionnel en vous disant que c'est votre secteur qui vous l'impose. Ensuite, dans la charte éditoriale, on va parler du vocabulaire. Donc, les mots qui vont être à utiliser et à ne pas utiliser. Alors, exemple rennais, donc la star. Donc, eux, ils disent... D'ailleurs, je viens de dire la star, mais donc ça se dit pas. Donc, je suis pas prise en entretien d'embauche chez Star. Plein de gens le disent, en effet, la star, le star. Donc, c'est star. Donc, ça veut dire que pour toute leur communication, ils écrivent star. Idem pour leur service de trottinette, c'est star, la trottinette. Voilà. Et c'est pas la trottinette star, la trottinette de la star, voilà. Et ils disent voyageur plutôt que usager. Et donc, ils vont vraiment rester cohérents avec ça. Donc, nous, c'est pareil. Ça peut paraître évident, mais franchement, à chaque fois qu'on travaille une charte édito avec des clients, on se pose des questions, on n'est pas toujours d'accord et on doit faire des arbitrages. Donc, c'est bien la preuve que c'est important de le préciser. Les pronoms à utiliser. Donc, est-ce que vous allez tutoyer ou vous voyez votre cible ? Vous l'avez vu tout à l'heure, parfois, c'est pas cohérent et ça crée ça nous gêne un peu. C'est bizarre. Donc là, sur cette marque, c'est du tutoiement dans la newsletter. Ils parlent à des 15-25 ans. Ils veulent avoir un positionnement jeune, familier, créer du lien avec leur cible. Donc, ils vont tutoyer. Lancôme, bon, dans le luxe, ça vous voit, hein, globalement. La longueur des phrases. Donc, de base, on va plutôt favoriser des phrases courtes parce que c'est beaucoup plus simple à suivre. Mais vous avez quand même, d'une marque à l'autre, vous pouvez avoir des écarts quand même assez importants. Donc, mais dans la plupart des cas, je privilégie quand même, si vous avez tendance à écrire des romans, essayez de couper chaque phrase en deux. On va se poser aussi la question dans la charte édito, est-ce qu'on va privilégier des tournures actives ou passives ? Là, c'est un peu comme des phrases courtes. Franchement, des tournures actives, ça va être beaucoup plus facile à comprendre. Tout comme des messages positifs sont bien plus compris que des messages avec de la négation. Le cerveau, il bug plus avec les négations. Et bien sûr, comme on vous dit, ne pensez pas à un oiseau, vous pensez tous à un oiseau. Voilà. Et le ne pas, par exemple, la négation, parfois, est plus dur à comprendre. Et en plus, ça rend votre phrase plus longue. Les emojis, on en a vu un certain nombre. Est-ce que vous en mettez ou pas ? Voilà. Même sur LinkedIn, en fait, c'est sympa. Voilà, donc en effet, on peut en mettre sur différents réseaux, même sur LinkedIn qui peut avoir l'air plus professionnel, plus institutionnel. Et on voit là, on a pris 2 exemples radicalement différents qui utilisent des emojis. Au-delà de juste la question est-ce qu'on en met ou est-ce qu'on n'en met pas, dans la plupart des cas, on va se permettre d'en mettre. Et la question, c'est quel usage on en fait ? On en vient à réglementer l'usage des emojis, mais quand même, ça prend une place importante dans les posts. Donc, on a regardé un resto rennais qui s'appelle Tuk Tuk Moom sur Instagram. Là, ils ont des emojis sur ce post. Alors, ils en ont pas mal. Et à droite, c'est la CNIL, un post sur LinkedIn. Donc, il y a des emojis dans les 2 cas. Alors, il y en a quand même beaucoup plus à gauche qu'à droite, ce que vous noterez. Et ils ne sont pas utilisés à des mêmes fins. À gauche, ça va venir structurer le post. Parce qu'en fait, dans les publications sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas mettre des bullet points, des puces. Là. Donc, parfois, vous n'avez pas envie de mettre des phrases à rallonge. Vous voulez structurer l'information. Les gens, ils vont à toute vitesse. Et donc, vous allez pouvoir l'utiliser un peu comme des puces, les emojis. Donc, d'ailleurs, il y a même des cercles de différentes couleurs ou des carrés, un peu des checkbox, etc. que vous pouvez utiliser vraiment comme des puces pour structurer votre contenu. Ou vous pouvez utiliser l'illustration comme des pictos finalement de ce que vous allez raconter. C'est ce que fait Tuk Tuk Moom ici. Et puis, ils vont pouvoir mettre des trucs un peu marrants. C'est un resto, donc ils vont mettre des plats, de la bouffe, de la gourmandise pour rendre le post encore plus attrayant. La CNIL à droite, bon, ils sont un peu moins dans la déconne, c'est pas dans leur ligne éditoriale, voilà. Donc c'est cohérent. Là, ils mettent quand même 2 emojis. Donc il y a un livre rouge, donc ça représente bien la nouvelle réglementation. Et puis on a la balance de la justice. Donc ça donne juste un peu le thème du post. Et derrière, il y a la petite main qui renvoie vers le lien. Donc ça, on le voit aussi beaucoup, cette utilisation de l'emoji. On le fait aussi d'ailleurs. Voilà.
Mais voilà, si vous avez regardé un peu les communications sur les réseaux sociaux des startups, c'est toujours fusée, flamme. Voilà, c'est c'est marrant, c'est très identifiable. Dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres domaines, on va trouver des expressions un petit peu différentes. Ensuite, est-ce que vous autorisez des anglicismes? Est-ce que vous autorisez des abréviations? Ça, des choses qui peuvent être importantes aussi à préciser. Donc, par exemple, KPMG, qui est un gros cabinet audit et conseil, eux, ils explicitent toutes leurs abréviations. C'est des secteurs dans lesquels il y a des acronymes dans tous les sens. Donc, je pense que leur souhait, c'est de rester accessible vis-à-vis de leur cible. Et donc, à la fois, ils vont garder des termes idiomatiques métiers. Ils veulent pas être dans la survulgarisation. Donc, les acronymes, ils les laissent. Parce qu'à vouloir trop simplifier, on va se priver aussi d'une partie de sa cible. Mais tout est explicité. Et quand j'entends explicité, c'est pas juste mettre entre parenthèses, ça veut dire quoi, les 4 lettres? Parce que parfois, vous l'avez, mais vous ne comprenez toujours pas. C'est aussi l'expliquer avec vos mots. L'usage de la ponctuation, ça, c'est très important. Est-ce que vous allez utiliser des points d'exclamation? Est-ce que vous avez le droit d'utiliser un point d'exclamation ou 3 points d'exclamation? Donc, si votre voix est surexcitée, vous pouvez mettre 3 points d'exclamation. Sinon, non. Là, c'est un exemple intéressant sur LinkedIn. Donc, c'est l'agence locale énergie et climat à Rennes. Et donc là, il commence, donc c'est dans le visuel et dans l'intitulé du post, hein, ça commence par « Psst, on voulait juste vous dire, 3 petits points, que notre newsletter vient de sortir ». Donc là, ils interpellent et ils ont vraiment une écriture assez orale finalement. Et je pense que c'est parce qu'ils veulent casser le côté institutionnel, et ils veulent recréer vraiment de la proximité avec leur cible. Mais ça n'irait pas, ce genre d'accroche. Je ne sais pas si vous essayez de vous la transposer à votre marque, vous pouvez vous dire oh, mais nous, non, on ne parlerait pas jamais comme ça. En tout cas, nous, chez Concept Image, ça ne marcherait pas du tout. Ça serait bizarre avec trop, ouais. ça, c'est pas cohérent avec notre façon de parler. Et puis le niveau de technicité attendu, est-ce que vous avez un vocabulaire technique, vulgarisé, jusqu'où vous allez dans la technique, jusqu'où vous allez dans la vulgarisation? Et donc concrètement, ça ressemble à quoi une charte édito? Je vous invite à regarder celle de Mailchimp qui est juste géniale. Alors elle est en anglais. Elle est super détaillée. C'est un peu la bible de la charte édito. Donc Mailchimp qui est une solution de mailing professionnel. Elle est donc disponible en ligne. En fait, c'est un mini site internet et vous allez pouvoir naviguer dans cette charte comme vous navigueriez dans un site web. Il y aura le lien dans le support que vous recevrez. Bonne remarque. C'est ultra détaillé. Hein. Après, c'est une très grosse boutique. Hein. Vous allez voir, il y a 17 catégories, 17 chapitres différents. Donc, vous n'allez peut-être pas écrire ça pour votre boîte, mais il y a peut-être des choses qui vont pouvoir vous inspirer. Et puis, voilà, ça, c'est un exemple de charte éditoriale qu'on a réalisé pour un de nos clients. Et je voulais juste m'attarder sur un élément qui me semble important. C'est que alors, je ne sais pas si vous voyez, donc c'est au milieu sur la 2e ligne. On précise un élément de la voix. Alors là, on dit qu'on a une voix simple et directe, mais qui n'est pas simpliste. Et en fait, nous, c'est très important, c'est aussi dans notre ADN chez Concept Image, de donner des exemples. Parce que de dire on a une voix simple et directe, mais pas simpliste, une fois qu'on s'est dit ça, est-ce qu'on sait vraiment comment écrire au nom de la marque? Franchement, j'en suis pas sûre. Et est-ce que, si on faisait l'exercice là, nous tous dans la pièce, et puis avec vous sur Twitch, de écrire un exemple selon cette directive, je suis sûre qu'on écrirait tous plein de trucs différents. Donc à chaque fois, nous, on fait l'effort d'écrire un exemple et un contre-exemple. Ça incarne bien ce qu'on veut en termes de voix. Et ça, parce que c'est toujours une question de curseur. Là, on va trop loin, dans un sens ou dans l'autre, et c'est là qu'on veut s'arrêter. Et en créant ces exemples-là, c'est aussi là qu'on est vraiment sur du concret et qu'on affine les choses, parce que sinon, on a vite fait d'écrire des trucs complètement bateaux et du coup, qui vont ne servir absolument à rien. Et pour terminer rapidement, maintenant que vous avez votre stratégie éditoriale, votre charte éditoriale, l'idée c'est de les utiliser et pas d'avoir ces beaux documents sur votre ordinateur. Vous pouvez continuer avec le planning éditorial. Donc là, c'est une étape en plus en amont, c'est encore un petit peu d'effort avant de commencer à rédiger, mais c'est ce qui va vous faire gagner beaucoup de temps ensuite, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir vraiment une vision d'ensemble sur tous vos contenus à produire, sur tout ce que vous allez devoir faire, du coup d'anticiper votre production de contenu, de vérifier que vous restez régulier, que vous parlez de tous vos sujets, et ça vous aide à bien tenir vos objectifs. Donc dans votre planning éditorial,
Vous pouvez, pour chaque contenu, définir une date, donc la date à laquelle ça va être publié. Le canal, est-ce que c'est sur votre blog, est-ce que c'est sur tel réseau social? Ça peut être une charte éditoriale sur tous vos contenus globalement. C'est qui l'auteur? Donc ça va être une colonne utile si jamais vous êtes plusieurs à rédiger du contenu. Si vous êtes tout seul, bon, c'est pas forcément nécessaire. Le thème de votre post pour vérifier que vous arrivez bien à alterner les thèmes et à ne rien oublier et oui, c'est À ça. couvrir l'ensemble des thèmes sur lesquels vous voulez vous exprimer. Ouais, c'est l'idée. Une description. Donc, si vous êtes sur les réseaux sociaux, ça peut être votre post écrit en entier directement que vous publiez ensuite. Si c'est un article de blog, vous n'allez pas forcément mettre tout le contenu dans votre planning, mais vous pouvez mettre quand même des idées, des mots-clés pour que vous gardiez bien en tête l'idée que vous aviez derrière Et cet que vous article vouliez de pas, blog. que vous voulez publier en avril, alors qu'on est en décembre. Ouais, Mettez-vous c'est ça. quelques notes, quoi, sinon vous allez vous en vouloir. Vous vous en souviendrez plus du tout de ce que vous aurez voulu écrire. Le visuel, est-ce qu'il faut en créer un? Est-ce qu'il est fait? Est-ce qu'il n'est pas fait? Et le statut, est-ce que le contenu il est prêt? Est-ce qu'il faut le relire? Est-ce qu'il faut le publier? Est-ce qu'il faut le programmer? Ça, c'est le petit truc chef de projet où t'aimes bien quand c'est écrit fait, t'es Ouais, contente. c'est ça. Un petit rouge, un petit vert, un petit check. Et pour le faire, vous pouvez utiliser par exemple un Excel ou un Google Sheet. Nous, c'est ce qu'on utilise depuis plusieurs années et ça Enfin, fonctionne on a changé très bien. récemment, mais Bah, pour l'agence, non. On est Ah, toujours sur Google ok. Sheet. Je suis pas repassée je sur, pensais que t'étais passé sur un autre sur- qu'on non, déploie non. pour d'autres clients. Bah, comme je suis à peu près la seule à aller sur ce document-là. Et qui tourne, il Ouais, est très c'est bien. ça. Voilà, non mais c'est pas l'outil qui fait la qualité de votre calendrier éditorial. Enfin, ce qui est important, c'est qu'il réponde à vos besoins à vous. Ouais, c'est ça. Mais on a testé effectivement sur Notion et on l'utilise actuellement pour un client. Et en fait, l'intérêt, c'est que ça va être plus digeste qu'un Google Sheet où là, bon, j'ai l'habitude, donc Tu n'as plus peur de Excel. Hein. Ouais, c'est ça. Mais quand on veut le communiquer à quelqu'un et qu'on va être plusieurs à bosser dessus, là, ça peut être pas mal d'utiliser Notion. Ils ont un template gratuit que vous pouvez personnaliser et puis vous pouvez rajouter vos colonnes. Et l'avantage avec Notion, c'est que vous avez plusieurs prises de vue et que vous pouvez changer l'affichage. Où là, par exemple, on est sur un affichage calendrier et vous avez une base de données où vous écrivez tous vos posts. Et ensuite, vous voyez le mois par mois les dates à laquelle vous allez avoir du contenu à publier. Et puis, vous pouvez changer l'affichage en fonction de thème, en fonction de tâches, du statut. Donc en fait, vous rentrez vos informations qu'une seule fois. Et après, en cliquant sur les différents onglets, vous allez le voir soit en liste, soit dans votre calendrier, soit par statut, soit par type de contenu. Donc c'est vachement plus visuel parce que là, sur le document que montrait Emma juste avant en Google Sheet, ben, c'est une liste, il n'y a qu'une vue liste. Vous ne pouvez pas passer en vue calendrier, quoi. Ou alors, il faudrait que vous dupliquiez vos contenus dans 2 onglets. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Donc là-dessus, c'est quand même vraiment bien fait. Ouais. Et on avait fait tout un petit déj sur Notion au début de l'année, donc je pourrais remettre le lien si Ouais. jamais ça vous Qui est intéresse. un parce outil qu'on est vraiment passé très vite, de là. gestion de projet plus global qui est vraiment super. Ouais, c'est ça. Et voilà, on voulait demander aussi, est-ce que vous utilisiez un autre outil que ces deux-là? Un expert, mais on peut programmer des posts de réseaux sociaux. Hein. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, il y a Outsuite qui permet Ouais, de plusieurs programmer des posts, en effet. Et après, maintenant, les réseaux le permettent Bah, il y en a beaucoup qui le font maintenant, ouais. nativement. Mais bon, ça veut dire qu'il faut le programmer sur chaque réseau versus une plateforme. Hop, le lien vers Notion. Je sais pas si on peut vous donner un lien vers. On peut vous donner un lien vers leur site, hein, mais est-ce que ça sera un lien vers le calendrier éditorial? Faut probablement. Hop. Mais on va vous envoyer le lien vers notre petit déj. Et je crois qu'on a fait le tour de notre sujet de ce matin. On voulait, avant de se quitter, savoir ce que vous aviez pensé de ce contenu. Et donc, si vous connaissez un peu Concept Image, vous savez qu'on aime bien les petites méthodes d'atelier, d'échange ensemble. Donc, on vous propose celle-ci avant de se quitter. Est-ce que vous pouvez compléter cette phrase? En arrivant, je pensais que... Et alors, ce midi, tu vas les manger, là, Emma. Et donc, maintenant, je sais que... Voulez-vous prêter au jeu? En arrivant, je
pensais que j'étais bien informé sur le sujet. Ce midi, je sais que je suis bien informé, encore mieux informé sur le sujet. Ah, super. Je valide. Ok. De bien à mieux informer. Top. Bah, on est super contente. Vous pouvez participer aussi sur Twitch. Ça nous permettra de savoir voilà, ce que ça a pu vous apporter. Bien au courant. Et ce midi, je sais ce qu'il me reste à faire. C'est très drôle ce midi-là. Hein. Tout le monde va aller bouffer. Hein. Ah bah c'est top. Je lis. Donc je sais ce qu'il me reste à faire. Donc ça c'est super parce que nous aussi c'est très important pour nous de vous apporter des choses concrètes qui permettent de se mettre en action et pas juste de la veille théorique. On se dit ah ouais ça a l'air bien mais bon je verrai plus tard. Donc ça me fait trop plaisir de lire ça. Je suis super contente. Rédiger, animer des réseaux sociaux est un vrai métier. Ouais. C'est clair. Bon, en attendant que vous mettiez vos contenus, donc c'est nos petites pages de pub pour la fin. Vous pourrez retrouver, donc on publie pas mal de ressources, comme tu l'as dit tout à l'heure, Emma. Donc vous pourrez retrouver un certain nombre de choses. Donc tous les replays de nos webinaires, donc enfin webinaire par mois, tous les replays sont sur notre chaîne YouTube. On a également des épisodes de podcast qui sont disponibles sur vos plateformes d'écoute, Deezer, Spotify. Vous pouvez nous retrouver sur notre page LinkedIn. Et également, donc sur notre blog, vous trouvez des articles. Donc, bien sûr, tous les récaps de nos webinaires comme celui de ce matin, vous pouvez télécharger les slides qu'on a parcourus ensemble avec nos notes, les liens vers les outils, les solutions dont on parle. Et puis également des articles en plus qu'on publie juste pour le blog. Donc, vous avez plein de choses à regarder, écouter, lire. Et si vous avez passé un bon moment avec nous ce matin, ça serait trop sympa de nous laisser un avis sur Google My Business. On va vous envoyer le lien dans le chat. Et puis vous qui êtes avec nous, si vous pouvez taper concept image sur Google, vous aurez notre fiche Google My Business. Et si vous pouvez nous déposer un avis, ce serait trop sympa. Parce qu'en fait, ça aide notre référencement naturel, donc ça nous aide à être mieux classés sur Google. Et je vous invite d'ailleurs à demander à vos clients à faire de même pour vous. Ça vous sera bien utile. Et on avait une dernière réponse. En arrivant, je sais que je devrais compléter mes savoir-faire sur le sujet ce midi. Je sais que je me coucherai moins bête ce soir. Top. Merci. Ça fait plaisir. Et on a donc le calendrier de tous les webinaires de l'année prochaine qui va être bientôt publié. Ouais. Donc, vous aurez très prochainement les 12 dates de 2024. Voilà. Et en janvier, on parlera d'intelligence artificielle dans le marketing et la com. Donc, la date est à venir. Super. Merci beaucoup. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, bonnes vacances pour ceux qui en ont. Bossez bien au calme pour les autres. Et on se retrouve l'année prochaine, du coup. Au revoir. Au revoir.